Bonjour, je suis Floriane Salgue, journaliste pour le magazine Marketing. Bienvenue dans En campagne, le podcast du média marketing qui explore les champs de la communication politique. Dans cet épisode, nous allons parler réseaux sociaux et influence. L'émergence des plateformes sociales depuis une dizaine d'années change le rapport des politiques à leur électorat. Ajouter une dose de Covid-19 et un taux d'abstention en surchauffe et les réseaux sociaux mixés à de l'influence pourraient bien être la potion magique des candidats à la présidentielle. Enfin, ça, c'est ce qu'on croyait. Est-ce que dans l'espace où vous vous amusez avec vos enfants, vous prenez du plaisir avec vos amis, vous avez envie de voir débouler Emmanuel Macron, Nadine Morano ou Éric Zemmour ? Non, pas forcément. Pour y voir plus clair, on a pris rendez-vous dans le quartier de Pigalle, à Paris, dans les locaux de MCBG Conseil, l'agence de communication personnelle et stratégie d'influence des dirigeants. Bonjour Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour. Fondateur et directeur général de l'agence MCBG Conseil, vous accompagnez chefs d'entreprise et dirigeants dans leur communication politique. Vous êtes chroniqueur pour BFM Télé et intervenez régulièrement dans les médias. Professeur de communication politique à Sciences Po, vous êtes également co-auteur de la bande dessinée Le Président, dans laquelle vous imaginez l'ascension politique de l'animateur télé Cyril Hanouna, grâce à Julien, un brillant communicant fraîchement sorti de Sciences Po. Une dystopie, donc, enfin, on l'espère. Enfin, dernière info et non des moindres, vous êtes membre de l'ASSOM, Association de défense de l'œuf mayonnaise. J'ai tout bon ? Oui, absolument. Je suis membre de la Somme de Pierre-Yves Chupin, qui est un gastronome depuis un grand défenseur de la gastronomie. Parfait. Alors c'est parti, on entre en campagne. Est-ce que pour vous, la crise du Covid-19 et l'abstention ont changé le rapport des politiques aux réseaux sociaux, et notamment pour séduire l'électorat plus jeune ? Alors on aurait pu penser que oui, mais c'est très inégalement réparti. Vous avez des candidats comme Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour qui sont très axés sur les réseaux sociaux, et tous les autres candidats qui sont très en retrait, qui les utilisent un petit peu comme des caisses de résonance, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose, ils le disent, mais qui les utilisent très peu comme ça doit être fait, c'est-à-dire pour leur parler, pour essayer de créer des effets d'entraînement. Donc c'est très différent selon les personnes. Le seul qui a travaillé ça sur la durée, c'est Emmanuel Macron, parce que c'est le président. Donc il a Gabriel Attal, le porte-parole, il y a Marlène Schiappa, il y a différents interlocuteurs, parfois dans des logiques purement individualistes. Marlène Schiappa, on m'a bien expliqué à l'Élysée, à Matignon, que c'était quelqu'un qui prenait ses propres initiatives, mais le résultat est là, c'est qu'elle a fédéré d'importantes communautés sur les réseaux sociaux. Elle a fait le job, comme on dit. Emmanuel Macron l'a fait beaucoup aussi, même si c'était parfois un peu maladroit. Gabriel Attal, ils ont créé des univers cohérents avec Emmanuel Macron, qui permettent aujourd'hui que les 18-30 ans soient, disons, plus favorables à Emmanuel Macron qu'avant. Est-ce que depuis l'élection présidentielle de 2017, on a vu Twitch et TikTok qui ont fait une entrée fracassante dans l'univers des plateformes sociales, en France en tout cas ? Pour en épouser les codes, est-ce que les candidats doivent se montrer sous un jour plus intime ? Et quelle tonalité de discours ils doivent aujourd'hui adopter ? Alors une meilleure utilisation de Twitch, c'est de faire un dialogue direct avec les gens en étant le plus spontané possible. Le meilleur dans l'exercice, bizarrement, c'est François Hollande, qui n'est pas spécialement spontané, mais qui est quelqu'un de très drôle en fait quand il veut bien, et quand il n'est pas président, quand il joue pas un rôle trop écrasant pour lui, en fait, il est plutôt très sympa, et ça transparaît bien sur Twitch, ça passe bien. Les gens rigolent, il répond, il est pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision. C'est une forme de protection, l'autodérision, hein. C'est une façon d'éviter que les autres se moquent de vous puisque vous le faites vous-même, mais ça marche très bien sur les réseaux, ça. Et puis après, vous avez surtout les Américains qui savent utiliser, comme Ocasio-Cortez par exemple, la députée américaine, qui savent utiliser les réseaux sociaux ou les réseaux comme Twitch. Elle a joué aux jeux vidéo carrément avec ses soutiens, tout en parlant politique. C'est-à-dire que vous la voyez jouer aux jeux vidéo, à Mario Kart, et en même temps elle vous parle d'inégalité de revenus, etc., etc. Et en fait le message passe d'autant mieux qu'elle a l'attention des gens captive pour le coup. D'accord. Et un peu d'émotion, un peu de rire surtout, c'est ça, comme François Hollande. Tout passe par le divertissement aujourd'hui. Le rire, c'est la manière de dédramatiser la politique. Et aujourd'hui, la réalité est trop insupportable pour qu'on aille dans autre chose que dans du divertissement pour communiquer politiquement de manière efficace. Autrement, c'est de l'apocalypse. Enfin, en gros, entre les deux, il n'y a plus de terrain moyen entre l'apocalypse et le divertissement. Donc c'est à vous de choisir ce que vous préférez.
Et Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même un des pionniers sur Twitch, TikTok aujourd'hui, il réussit plus ou moins l'exercice pour vous? Jean-Luc Mélenchon, c'est le premier historiquement à avoir capté la communauté des joueurs de jeux vidéo, qui est très présente sur Twitch, qui a été un grand moteur d'image pour lui sur YouTube, qui venait à l'époque des forums de jeux vidéo, mais ça remonte à une éternité. Et aujourd'hui, il est un petit peu... Bon, il est bien, il est sur sa lancée, mais il est pas très, il est un petit peu en panne, en fait. Après, il a fait Magali Berda, qui est la grande prêtresse de la télé-réalité. Il a fait l'émission après Zemmour. Donc, il n'a pas complètement perdu la main, mais il est un petit peu en panne parce que son personnage a été abîmé par l'histoire de la perquisition. Il a moins de spontanéité qu'autrefois. On voit que dans l'émission Face à Baba d'Hanouna, il était extrêmement mal à l'aise. Pas que à cause de Zemmour, il était mal à l'aise tout de suite. Il accuse aussi un peu le coup. C'est sa 3e campagne, je crois, donc ça pèse un peu. On peut quand même se demander si justement ces réseaux sociaux, l'influence, vous parliez de Magali Berda, est-ce que ça ne contribue pas un peu au reproche de politique spectacle, à l'image de l'émission Une ambition intime animée par Karine Le Marchand en 2017? Alors apparemment, ce qu'on m'a dit, c'est qu'Ambition intime s'était arrêté faute de combattants. C'est-à-dire que les politiques ne veulent plus y aller. Probablement parce que, en dehors, on va dire, des grands habitués comme Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui adorent cette émission, parce que ça leur permet de fendre l'armure, comme on disait autrefois. Je pense que c'est des formats spectacles, oui, mais aujourd'hui, c'est devenu la norme. Même le service public va vers des confrontations, vers des choses un petit peu plus spectaculaires pour intéresser les gens. Et en fait, vous avez 2 types de choses en politique. Vous avez la politique de l'offre, donc on va créer une offre et on va vous la proposer. Ça, c'est les médias traditionnels. Et puis, vous avez Cyril Hanouna, Magali Berda qui vont être sur la demande. On va partir de ce que sont les gens et leur parler politique, mais à leur façon. D'accord, donc le spectacle existe toujours en télé, mais est-ce qu'il s'est aussi un peu déporté sur les réseaux sociaux du coup? Oui, un peu. Alors les réseaux sociaux, c'est plus utilisé toujours en France comme une manière de... On va faire du marketing sur les réseaux sociaux, donc on va se présenter sous son meilleur jour, on va essayer de faire des petites vidéos sympas. On ne construit pas vraiment de lien avec le public et je ne sais pas s'il y a un leader politique en ce moment qui est capable de créer du lien en direct avec les gens sur les réseaux sociaux en dehors de François Ruffin à gauche, qui le fait beaucoup, David Linard à droite, le maire de Cannes, qui le fait pas mal. Mais sinon, c'est assez pauvre en fait. Les politiques aiment bien parler aux gens sur les réseaux sociaux avec un influenceur à leur côté, mais en direct, ils ont vraiment peur. Et c'est plus de la construction de l'image. C'est plus des RP, on fait des façons de faire des relations publiques ou des relations presse détournées. Alors pour revenir à Jean-Luc Mélenchon, il a été un des pionniers de l'investissement des réseaux sociaux avec une présence sur les principales plateformes sociales. Éric Zemmour, lui, il pourrait être qualifié un peu de serial poster. C'est le plus actif sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y aurait une méthode de community management de gauche et une de droite, voire une méthode d'extrême droite et une méthode d'extrême gauche? Absolument, il y a une méthode de marketing qui est une méthode qui n'a aucun scrupule, donc qui va faire ce qu'on appelle de l'astroturfing. C'est revendiqué par Samuel Lafont, qui est le spécialiste digital de Zemmour. Ça consiste à simuler un mouvement de masse avec des faux comptes, mais massivement. Lui, il dit que ça lui pose aucun problème et que ça lui permet d'être dans les trending topics de Twitter régulièrement, que la presse en parle et c'est tout bénéfice. Ça, c'est plutôt l'extrême droite ou la droite. C'est-à-dire qu'on n'a pas de scrupule, seul le résultat compte. À gauche, on va être quand même un peu plus embêté de faire ça, donc on ne va pas le dire. L'équipe Macron, quand elle emploie des faux comptes, elle le fait massivement en campagne, elle ne l'assume pas complètement, voire elle prépare des lois contre. Voilà. Donc elle est dans un embarras certain. Donc il y a une façon de faire de gauche et une façon de faire de droite ou d'extrême droite. Est-ce que justement un discours plus incisif, un peu plus buzz, c'est peut-être un peu caractéristique aussi des extrêmes et ça marche mieux? Oui, ça marche mieux. Il y a une prime à la radicalité parce qu'en fait, on s'ennuie dans cette campagne. Les gens ne sont pas intéressés parce qu'ils ont vécu tellement de choses plus fortes durant 4 ans avec les gilets jaunes, avec le Covid. En fait, avant la politique, ça nous apportait un moment d'émotion collective très forte. Bon, là, on a bien donné au niveau des émotions collectives fortes. Donc je pense que globalement, on a tous envie de calme et de tranquillité. Donc on va aller voter, mais je ne sais pas si les gens vont massivement aller voter, mais je pense qu'il y a un vrai ras-le-bol. Donc ça va être difficile de combattre ça. Et donc les gens les plus radicaux, c'est ceux qui arrivent vraiment à capter l'attention. Donc il faut dire grand remplacement, il faut dire il faut vraiment être comme un enfant, quoi. Il faut dire caca pour que les gens se disent ah ouais, quand même il se passe un truc. En gros, c'est ça. Justement, en permettant à des petits partis de gagner en visibilité, aux personnalités controversées d'émerger en dehors des circuits médias classiques, est-ce que les réseaux sociaux ne font pas surtout le jeu des extrêmes? Bah oui, parce que les modérés veulent pas les utiliser, donc mais c'est à l'étranger, les modérés utilisent les réseaux sociaux très bien. Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, première ministre tout à fait modérée, voire centriste, elle a géré la crise sanitaire depuis son canapé. Donc elle disait aux gens sur Facebook Live,
Je viens de coucher mes enfants, donc tout va bien. Je suis un peu fatigué, j'espère que vous, ça va aussi. Bon, voilà les mesures que j'ai prises. On va fermer les frontières, on va imposer une quarantaine stricte, ça va durer 3 semaines. Voilà. Mais c'est une utilisation naturelle des réseaux Et sociaux. qu'est-ce qui bloque en France pour faire la même chose? On a peur des gens en France, donc on a peur des gens on a peur des gens. Je ne sais pas comment dire ça, mais la classe politique est tétanisée par le fait d'échanger avec les Français. C'est un truc, ça leur fait peur, quoi. C'est l'échange ou c'est la peur du contre-coup, de prendre un boomerang retour Alors c'est la peur de se prendre une claque, ce qui parfois se manifeste physiquement. Le problème c'est que c'est un cercle vicieux, quoi. Quand vous arrêtez de parler aux gens, les gens se désintéressent de vous, finissent par s'intéresser à des gens qui leur parlent, qui sont ceux qui n'ont rien à perdre, qui sont par définition les extrêmes. Il faut descendre vraiment d'un cran, il faut parler aux gens parce que en fait, c'est la seule manière qu'ils ont de pouvoir vous faire confiance. Je ne vois pas en quoi la confiance n'est pas un dû, quoi. Enfin, en tout cas, ça l'est plus. Donc, par principe, il faut aller vers les gens, leur parler. Donc, ça viendra. Je pense que c'est une question de génération aussi, peut-être. Alors, on a parlé de Magali Berda. Les influenceurs sont indissociables des réseaux sociaux. Sont-ils incontournables aussi dans les stratégies politiques? Si on reprend un terme un peu marketing, leur reach, le nombre de personnes atteintes est énorme, mais le taux de transformation dans les urnes, lui, paraît un petit peu moins certain. C'est la très très bonne question. Ils ont effectivement un reach incroyable. C'est toute la question de l'Elysée, par exemple, quand ils annoncent on a 10 millions de gens qui ont regardé la vidéo avec McFly et Carlito. Est-ce que ça produit un impact? Est-ce que ça produit un impact sur la bonne cible? C'est une vraie bonne question. Personne n'étudie ça de manière qualitative. En fait, en marketing, vous étudiez de manière qualitative les réactions des gens parce que c'est ce que vous demandent vos clients. Si vous leur dites simplement, alors c'est une facilité, mais si vous leur dites simplement on a eu 10 000 clics, c'est sympa. Mais lui, ce que va regarder votre client, c'est est-ce que ça a fait décoller mes ventes ou pas. Voilà. En politique, les ventes, c'est l'aboutissement ultime, c'est une fois tous les 5 ans, donc on fait énormément de marketing et on s'intéresse assez peu aux résultats. Alors, TikTok ou Facebook, quel est le meilleur réseau pour un ou une politique? Je dirais Facebook parce que les gens qui votent sont les gens plutôt seniors et qui sont sur Facebook. Les jeunes votent peu en comparaison. Ça a toujours été le cas en France, hein, c'est pas une nouveauté. Ils votent peu en comparaison, voilà, des vieux. Donc Facebook. Justement, 62% des 18-34 ans trouvent ridicule qu'un politicien fasse des vidéos avec des youtubeurs et 70% que les hommes et femmes politiques n'ont rien à faire sur TikTok. En tout cas, selon un sondage réalisé par Marmelades, un site de divertissement pour les jeunes. Alors, à quoi bon? Est-ce que ce n'est pas finalement une fausse bonne idée pour les politiques d'investir ces réseaux sociaux? Non, c'est pas une mauvaise idée, mais après, si vous demandez aux gens, est-ce que vous avez envie qu'on vous parle politique, je pense que 90% des gens, spontanément, vous diront non, j'ai autre chose à faire. Voilà, donc les politiques sont toujours obligés de forcer un peu l'attention pour que les gens s'y intéressent. En tout cas en ce moment, j'espère que ça va changer, mais là pour l'instant, là en plus dans la période, les gens n'ont vraiment pas envie d'entendre parler politique. Il faut commencer par rétablir un lien avec les gens qui soit plus direct, plus humain, plus proche. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra reparler politique normalement. Mais là, ils n'ont pas envie que les politiques viennent les déranger, moi non plus d'ailleurs, dans leur sphère privée, intime. Ils ont surtout envie de protéger cette sphère-là qui a été quand même très endommagée par la Covid et par les gilets jaunes avant. Donc je pense que là, c'est pas l'ambiance, non. Mais après, si vous demandez aux gens d'une manière générale, est-ce que dans l'espace où vous vous amusez avec vos enfants, vous prenez du plaisir avec vos amis, vous avez envie de voir débouler Emmanuel Macron, Nadine Morano ou Éric Zemmour, non, pas forcément. Allez, pour terminer, j'aimerais savoir pour vous quel est le meilleur coup d'un candidat ou d'une candidate sur les réseaux sociaux lors de cette campagne présidentielle 2022. Il y a l'astroturfing de Zemmour qui marche vraiment très très bien, c'est-à-dire qu'en gros, la simulation de phénomènes de masse, ça cartonne. Ils y arrivent, c'est très sophistiqué, donc ça c'est pas mal, c'est efficace en termes de reprise presse en tout cas. Magali Berda, le fait de faire le format de Magali Berda, ça c'est extrêmement efficace. C'est-à-dire les 24 heures avec, de la part de Zemmour et de Mélenchon, ça c'est très très bien parce que ça va chercher des gens qui n'ont pas l'habitude d'être en contact avec la marque Mélenchon ou la marque Zemmour. McFly et Carlito, c'était très bien, c'est assez drôle et c'est plutôt bien vu. Jean-Baptiste Djebari sur TikTok est très bien. Il fait des trucs rigolos, alors totalement barré. Mais bon, ça fonctionne. Quelqu'un qui s'en sort bien, c'est Joe Biden, qui sur TikTok avait fait une vidéo avec les Jonas Brothers. Et donc le stratégiste de la Maison-Blanche avait dit je m'attends à recevoir 55 000 tweets de gens qui me diront mais qui sont les Jonas Brothers? Parce que dans l'establishment de Washington, personne ne les connaît. Et c'est très drôle, quoi. C'est que pour quelqu'un d'âgé, comme ça, qui va spontanément lié aux réseaux sociaux, le fait de faire une petite apparition drôle,
où il a l'air dynamique et sympa, c'est plutôt réussi. Voilà, après, c'est plus simple quand on est le président des États-Unis voilà, ou le président français de faire des trucs comme ça. Sinon, parmi les petits candidats, non, il y en a assez peu qui s'en sortent. Parce que c'est pas. Moi, je suis très étonné de voir qu'il n'y a aucun des candidats, Valérie Pécresse pourrait le faire par exemple, qui va se balader avec son téléphone, montrer les coulisses de l'émission de télé, se mettre en scène, montrer comment ça se passe dans son quotidien à la région Île-de-France si on continue sur Pécresse, enfin montrer un truc qui lui corresponde, qui n'est pas d'être engoncé dans une scène complètement démesurée pour parler à la France, mais qui est d'être un petit peu spontané. Mais ils ne savent pas faire, les politiques français. C'est ça qui serait intéressant pour vous, de pouvoir voir un peu les coulisses de leur quotidien, dans la campagne notamment. Ouais, ce qu'a fait Ocasio-Cortez, cette députée américaine au Congrès, elle a commencé quand elle est arrivée, elle a filmé, voilà comment se passe le Parlement, c'est mon premier jour, voilà à quoi ressemble mon bureau, ma collaboratrice, voilà comment on travaille, ouais, je viens de recevoir ça, puis elle a continué. Vous créez de la confiance comme ça. Quand elle a été attaquée en disant, on a sorti des vidéos d'elle où elle dansait. Elle avait 14 ans, donc bon, c'est possible. Vous en aurez aussi des vidéos comme ça, tout le monde, puisque tout est filmé. Et les républicains ont dit, on ne peut pas confier le destin du pays à une crétine qui danse. Bon, c'est vrai que quand elle avait 14 ans, elle dansait, quoi, hein, voilà, comme on danse à 14 ans. Et elle s'est réapproprié le truc, elle l'a rejoué devant la caméra, mais parce que c'était naturel. Si vous imaginez pas Valérie Pécresse faire ça, voilà. C'est ce naturel-là qu'il faut trouver, c'est-à-dire qu'au fond, il faut pratiquer les réseaux sociaux un peu comme on respire, ou pas du tout, mais ça devient un peu ringard et un peu ridicule de faire des petites vidéos de temps en temps pour dire coucou, j'existe en période électorale, quoi. C'est pas le but des réseaux sociaux, puis les gens s'en foutent. Et pour vous, s'il y avait un pire coup de com'? Non, le pire coup de com', c'est sur les réseaux sociaux, c'est de ne pas exister. Donc, il y a beaucoup de candidats qui n'existent pas du tout. Typiquement, Christiane Taubira a beaucoup de mal à exister sur les réseaux sociaux parce qu'elle est très grandiloquente. Du coup, comme les réseaux sociaux, c'est un truc très horizontal quand vous arrivez avec. C'est un peu comme Macron, quoi. Mais il le fait bien, lui, il le fait mieux. Il a appris, mais au début, c'était un peu compliqué. Parce que quand vous arrivez, que vous êtes en train de parler d'une façon très solennelle aux Français, ça passe pas, quoi. Les réseaux sociaux, c'est pas fait pour ça. Donc je dirais que Christiane Taubira, c'est un peu un accident industriel sur les réseaux sociaux. Voilà. Anne Hidalgo, évidemment. Anne Hidalgo, elle est inexistante pour le coup. Ce qui me surprend, c'est que des candidats dont la popularité française est très faible. Anne Hidalgo, elle n'est pas connue en fait. Elle n'est pas impopulaire, elle est juste pas connue. Quand elle s'est promenée à Marseille, les gens ne lui ont pas acheté les tomates, ils ont dit vous êtes qui, quoi. C'est quand même très différent. Donc je m'étonne qu'elle n'ait pas utilisé les réseaux sociaux parce que ça aurait été un bon moyen quand même, de combattre l'étiquette saccage Paris qu'elle aurait très bien pu combattre comme ça. Et puis aussi pour expliquer qui elle est, quoi, et se rendre sympathique, ce qui n'a pas été du luxe. J'ai pas compris, mais bon, peut-être qu'elle n'a pas l'entourage qu'il faut. Il faut aussi avoir des compétences. C'est quand même pas simple de trouver des community managers intelligents, compétents, qui ont envie de faire de la politique. C'est pas fréquent, quoi. Et pourtant, pendant cette campagne, tous les candidats ont un directeur, une directrice du numérique, ce qui est quand même assez nouveau, si je ne me trompe pas. Oui, alors il y en a un dans l'organigramme, mais après, ce qu'il fait, je sais pas. Moi, vous pouvez me donner tous les titres du monde, hein, je veux bien les prendre, mais c'est pas pour ça que je saurais faire. Moi, je sais très bien voir ce qui marche pas, j'arrive à me faire une idée, mais je ne serais pas capable de produire au quotidien. C'est un vrai métier, donc je ne sais pas s'il y a vraiment les compétences dans tous les partis. Ce que je sais de l'extérieur, c'est que Zemmour, c'est Samuel Lafont est quelqu'un de très compétent, qui est inscrit dans les réseaux de l'alt-right, donc l'extrême droite internationale en gros, depuis des années, donc qui travaille avec Marion Maréchal, donc il sait ce qu'il fait. Voilà, c'est pas ce que j'approuve, c'est pas mes idées, mais techniquement il sait ce qu'il fait. Chez Mélenchon, il y a un vieux savoir-faire, voilà, il sait ce qu'il fait aussi globalement. Marine Le Pen, ça s'est un peu perdu, elle a un peu été désertée par ses troupes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon Macron sait très bien le faire, il y a un très grand degré d'expertise, voilà, presque malgré lui, quoi. Quand Schiappa va dans une émission de télé-réalité, elle lui demande pas a priori donc son avis, mais elle le fait, c'est efficace. Donc c'est une question de personne. Donc en fait, il faut avoir la bonne personne au bon moment, et c'est déterminant. Romain Pigenel, qui était l'homme digital de François Hollande pendant quelques années à l'Élysée, il a dépoussiéré complètement la com de l'Élysée. Il a instauré des rendez-vous, le rendez-vous on va parler de politique au moment de Noël, autour de la dinde, enfin pas la dinde en France, mais du poulet, j'en sais rien, avec tout un jeu qu'on fournit aux militants avant Noël pour qu'ils puissent être équipés. Ça, c'est hyper intelligent, c'est lui qui l'avait inventé. Bon, quand il est parti, cette culture-là,
c'est perdu, quoi. Parce que c'était un type en soi qui avait tout compris à son époque. Donc je dirais que c'est un peu les nouveaux spin doctors, les directeurs du numérique, c'est-à-dire que vous tombez sur un mec qui a la bonne intuition et qui accepte de vous sacrifier de sa vie pour faire une campagne électorale, ce que personnellement je ne ferais pas. Voilà, il faut que ça tombe au bon moment, quoi. C'est pas toujours évident à trouver. Merci Philippe Moreau-Chevrolet. C'était En Campagne. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires et des étoiles. Et bien sûr, à le partager à votre communauté. À bientôt!